Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 24 mars. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Réglementation, data et harmonisation, comment la mode s'attaque au greenwashing, à lire sur fashionunited.fr. Leroy Merlin lance un indicateur pour évaluer l'impact social et environnemental de ses produits, à lire sur bfmtv.com. Emmaüs infiltre Vinted, à lire sur fashionunited.fr. Licenciement, fermeture, perte, que se passe-t-il chez Amazon, à lire sur le JDN. Et enfin, la grande distribution recrute massivement en 2023, à lire sur actu-retail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Je vous souhaite donc une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. Réglementation, data et harmonisation, comment la mode s'attaque au greenwashing, à lire sur Fashion United en date du 21 mars. L'intérêt croissant des consommateurs pour une mode plus respectueuse de l'environnement s'est accéléré ces dernières années, mais c'est malheureusement accompagné d'une hausse du greenwashing. De plus en plus nombreuses sont les entreprises qui partagent des informations vagues ou trompeuses en matière de développement durable. Mais que peut-on faire pour lutter contre ce phénomène aussi répandu que complexe? La réglementation, l'harmonisation et la question délicate des allégations environnementales communiquées aux consommateurs étaient au cœur du forum de l'OCDE sur le devoir de diligence dans le secteur du textile et de la chaussure. L'événement s'est tenu les 16, 17 et 17 février 2023 à Paris. Nous devons envisager les allégations environnementales de manière très large, déclarait Christine Comive, directrice des programmes de l'ICEAL, une organisation à but non lucratif basée au Royaume-Uni et qui s'engage à garantir la crédibilité des actions de durabilité menées sur le marché. Les allégations peuvent être des mots, des images, des contenus médiatiques, ajoute-t-elle, précisant qu'elles s'appliquent aussi bien aux produits eux-mêmes qu'aux investissements opérés dans les chaînes d'approvisionnement ou aux engagements en matière de développement durable. Les allégations environnementales sont omniprésentes. Il en va donc de même pour le greenwashing. Les régulateurs s'attaquent au greenwashing pour lutter contre l'ambiguïté du terme durable et de toute autre variante du mot comme écologique, vert ou respectueux de l'environnement. Plusieurs organisations internationales consacrées à la protection des consommateurs commencent à condamner les allégations non fondées. Tonge Drivland, chef du département de surveillance du Norwegian Consumer Authority, a tenté de résumer la situation. Tout le monde connaît le principe selon lequel il ne faut pas mentir, et dans le droit du marketing, c'est ce qui s'applique, explique-t-elle, faisant référence au code de marketing de la Chambre de commerce internationale. L'année dernière, la NCA a dressé un avertissement à l'entreprise norvégienne de vêtements Norrøna ainsi qu'au géant suédois H&M au sujet d'affirmations environnementales trompeuses. Elle n'est pas la seule à mener cette lutte. La Competition and Markets Authority, CMA, s'en est également saisie. La CMA enquête actuellement sur les détaillants de mode, Bouot, Azos et Asda au sujet d'allégations vertes similaires. Elle a récemment conseillé au gouvernement de modifier la législation relative à la protection des consommateurs qui comprend plusieurs définitions du développement durable. Jérémy Lardo, membre de la Sustainable Apparel Coalition, SAC, a souligné l'importance d'une législation plus stricte. Il a affirmé qu'il ne fallait pas compter sur la bonne volonté de quelques entreprises pour modifier complètement leurs modèles commerciaux, au risque de voir apparaître de nouveaux acteurs commerciaux originaires d'autres pays envahir l'espace à la vitesse de l'éclair de la fast fashion. Je pense que nous devons aborder le problème à une échelle plus large que celui de la responsabilité des entreprises, car cela ne suffit pas, confiait-il. Je pense que ce problème doit être traité au niveau politique. Les consommateurs ont besoin d'informations
plus claires. Les participants du forum ont également souligné le manque d'informations claires communiquées aux consommateurs. Driveland précisait à ce sujet: si vous dites denim plus durable, qu'est-ce que cela signifie? En tant que consommateur, puis-je prendre une décision éclairée sur la base de cette affirmation? Je dirais que non. Cela concerne-t-il les droits des travailleurs? Cela concerne-t-il la localisation des chaînes de production du denim? N'est-il pas possible de le dire à partir de l'allégation? À l'avenir, la pression sera si forte que les marques finiront par prouver leur allégation environnementale à travers des documents officiels, faute de quoi elles risqueraient d'être confrontées à de graves conséquences pouvant se traduire par des poursuites judiciaires, notamment si les allégations s'avèrent vagues ou fausses. Driveland prévient que l'ensemble du secteur doit se préparer à une forte répression. Il annonce par ailleurs que l'Union européenne et d'autres pays sont en train d'élaborer des lois plus strictes pour aider les autorités chargées de la protection des consommateurs à lutter contre le greenwashing. La durabilité ne se résume pas qu'aux matières. Que peut-on faire pour lutter contre le greenwashing en attendant qu'une nouvelle législation soit adoptée? Driveland constate que l'un des plus gros problèmes liés au greenwashing réside dans le fait que les marques ne se concentrent que sur les matériaux. Pour justifier leurs efforts en matière de développement durable, les entreprises communiquent uniquement sur la qualité de leurs produits. Elles expliquent qu'il est difficile de savoir ce que le choix des matériaux signifie dans le cycle de vie total d'un produit, ajoutant que personne ne le sait, pas même les experts dans ce domaine. Alors comment le consommateur pourrait-il le savoir? La Sustainable Apparel Coalition est une organisation qui tente de déterminer si un produit ou une entreprise est durable. Pour cela, elle a développé en 2011 l'indice IG qui lui permet d'évaluer la durabilité des matières. L'outil mesure aussi l'impact social et environnemental des produits en s'intéressant à la quantité d'eau nécessaire à leur production, les émissions de carbone qu'ils génèrent et les conditions de travail dans lesquels ils ont été réalisés. Avant le lancement de l'indice IG, Jérémy Lardo explique que les entreprises fonctionnaient en silo, créant leurs propres outils de mesure et d'évaluation de la durabilité, ce qui entraînait une redondance et une lassitude à l'égard des audits dans la chaîne d'approvisionnement. L'indice offre désormais un moyen nouveau et révolutionnaire pour les entreprises qui peuvent collaborer et mener une concurrence selon ces règles. La SAC soulève toutefois les difficultés qu'elle a pu rencontrer. L'année dernière, la NCA interdisait l'utilisation de l'indice IG, jugeant que ces données ne constituaient pas une base suffisante pour juger les allégations environnementales formulées par les entreprises. Tenant compte des critiques, la Sustainable Apparel Coalition tente régulièrement de mettre à jour son outil. Lardo confie que l'enquête menée par la NCA a été une énorme expérience d'apprentissage et qu'elle a permis de soulever de très bonnes questions auxquelles nous n'avons pas réellement répondu en tant qu'industrie et société spécialisée dans les données complexes liées au marketing auprès des consommateurs et sur la manière dont nous pouvons les présenter de manière appropriée. Nous pensons que les outils de mesure ont un rôle à jouer parce que les faits et les données doivent pouvoir être comparés, mais que les efforts sont à fournir pour l'harmonisation des revendications, interprétation et réglementation pour que les règles du jeu soient les mêmes pour tous, poursuit-il. Le greenwashing des marques, des avantages à court terme et dommages à long terme. Plusieurs participants ont également fait remarquer qu'à long terme, le greenwashing sera plus nocif que bénéfique aux marques. George Harding Royles, directeur des campagnes chez Changing Markets Foundation, fondation néerlandaise à but non lucratif, a rappelé que tromper les consommateurs détruit la confiance et que celle-ci peut se briser en quelques secondes et mettre des années à se rétablir. Harding Royles a attiré l'attention sur la prise de conscience des consommateurs qui ne sont plus dupes. Ils sont de plus en plus nombreux à être capables d'identifier les fausses collections conscientes lancées par les marques de fast fashion comme H&M. Si vous êtes une marque qui fait du greenwashing ou des déclarations non fondées, vous créez une situation commerciale déloyale à votre égard, vous tirez une balle dans le pied en fait, souligne-t-il. Des efforts doivent continuer d'être entrepris, notamment dans la mise en place d'une législation et d'une réglementation vraiment bien conçue, explique Harding Royles, avant d'ajouter que la certification telle qu'elle existe est un outil assez flou. Il est également revenu sur le Green
hushing, sujet qui émerge dans l'industrie depuis peu. Ce terme désigne les entreprises qui cachent certaines de leurs activités en matière de développement durable afin d'éviter les contrôles. Tout en reconnaissant que la transparence autour des mesures environnementales est essentielle, il a aussi noté que le greenwashing peut être perçu comme une étape importante dans la suppression du rideau de fumée que représente le greenwashing. Son discours invite les marques à ne rien revendiquer si elles n'ont pas de revendication. Driveland a lui aussi insisté sur le fait que les marques ne devraient pas faire de déclarations si elles sont incapables de les justifier. Nous ne disons pas que les entreprises ne doivent pas travailler sur la durabilité, c'est la priorité numéro 1, précisait-elle, mais il ne faut pas parler de durabilité tant qu'on n'a pas le contrôle de ces chaînes d'approvisionnement, des droits de l'homme et des droits du travail. Vous devez maîtriser ces questions avant de commencer à dire que votre produit est plus durable. Leroy Merlin lance un indicateur pour évaluer l'impact social et environnemental de ses produits, à lire sur bfmtv.com en date du 21 mars. Leroy Merlin a lancé l'indicateur Home Index pour évaluer l'impact environnemental et social d'une partie des produits vendus dans ses magasins. Leroy Merlin, avec sa maison mère à Déo, géant de la vente de matériel de bricolage et d'aménagement de la maison, a lancé un indicateur, le Home Index, pour évaluer l'impact environnemental et social d'une partie des produits qu'il commercialise, a-t-il annoncé dans la nuit de lundi à mardi. Ce n'est pas un index d'empreinte carbone, comme il en existe déjà chez Mano Mano, site de vente en ligne, précise auprès de l'AFP Marie Simunic, directrice générale déléguée chargée de l'offre et des marchés chez Leroy Merlin. Elle explique travailler avec ADO depuis 3 ans sur cet indicateur, originellement destiné à aider les équipes à mieux piloter la constitution de l'offre commerciale du groupe, avec 26 critères dans 6 grandes catégories, qui soient à la fois environnementaux et sociaux, évaluant les conditions de production, d'emballage, la consommation d'eau ou d'énergie, la durée de vie et la réparabilité des produits. Mais au fur et à mesure, on s'est dit que cela présentait aussi un intérêt pour nos clients, pour qui ces enjeux sont loin d'être négligeables, même si le prix reste le critère premier d'achat. Or, on découvre que si on s'y prend bien, on peut proposer un produit plus vertueux, mais qui ne soit pas plus cher. 35 000 produits. Dans le détail, ce Home Index évalue l'ensemble des marques propres ADO commercialisées chez Leroy Merlin, soit près de 35 000 produits notés de A à E, précise l'enseigne dans un communiqué, selon lequel, à ce jour, 6% des produits évalués obtiennent un score A, 32% B, 49% C et 13% D. Aucun produit n'est noté E, ce qui, pour Madame Simunic, traduit le fait que ses équipes n'ont pas attendu cet indicateur pour améliorer l'offre de Leroy Merlin, qui revendique un volume d'affaires de 9,8 milliards d'euros en 2022 en France, où il emploie 30 000 personnes. Ce poids, ainsi que l'implantation internationale de Leroy Merlin et des autres enseignes du groupe ADO comme Weldom ou Bricoman, fait espérer au groupe une généralisation de ce Home Index. 85 industriels s'apprêtent à l'utiliser pour évaluer leurs produits et des échanges sont aussi en cours avec d'autres enseignes selon Leroy Merlin. Il n'est pas plus favorable à une enseigne plutôt qu'à une autre parce qu'on s'appuie sur des critères objectifs, assure Madame Simunic. Selon elle, les autres professionnels sont plutôt dans l'idée de se demander comment aller plus vite ensemble que de faire des démarches indépendantes qui demanderaient de la charge de travail en plus pour nos fournisseurs qui sont parfois les mêmes. Emmaüs infiltre Vinted, à lire sur fashionunited.fr en date du 17 mars. Emmaüs, entreprise d'insertion, notamment spécialisée dans la revente et la récupération de vêtements et d'objets, a infiltré la plateforme de seconde main Vinted. Ce jeudi 16 mars, Emmaüs France a dévoilé sur son compte Instagram une campagne de communication coup de poing, l'infiltration de la plateforme en ligne Vinted, l'un des géants de la seconde main. En feignant de mettre en vente ces articles, l'association a en réalité encouragé les usagers à privilégier le don à la vente. Vous pouvez ainsi lire sur les étiquettes de ces produits « Ce vêtement n'est pas à vendre sur Vinted, il est là pour interpeller, sensibiliser, nous rappeler que donner à Emmaüs, c'est se donner le pouvoir d'agir pour la solidarité, pour l'environnement ».
À travers son slogan « Si tu ne le portes pas, donne-le », clin d'œil au slogan Vinted « Si tu ne le portes plus, vends-le », Emmaüs souhaite rappeler qu'il existe d'autres alternatives à la vente de vêtements, car l'association vit de ses dons et collectes. Elle explique que grâce à son modèle social et solidaire, ce sont chaque année plus de 70 000 personnes qui sont accueillies, hébergées, aidées ou accompagnées vers l'emploi. Des mots qui... l'association l'espère, éveilleront les consciences et pousseront les consommateurs à faire don des vêtements qu'ils délaissent au fond de leur placard. Dans un live Twitch accordé à Backseat, talk show politique animé par Jean Massiel, la directrice générale déléguée d'Emmaüs France, Valérie Fayard, explique toutefois que l'association ne cherche pas du tout à culpabiliser les gens. Ce n'est pas la première fois qu'Emmaüs pointe du doigt les géants de la seconde main. En octobre 2022, elle accusait plusieurs entreprises, dont Vinted, de concurrence déloyale. Fondée par l'abbé Pierre en 1949, Emmaüs est une association française à but non lucratif dédiée à la récupération et vente de vêtements et accessoires. Elle participe chaque année à la réinsertion professionnelle de milliers de personnes en situation de précarité. L'association dispose de plus de 350 boutiques solidaires à travers la France. Licenciement, fermeture, perte, que se passe-t-il chez Amazon? À lire sur le JDN en date du 22 mars. Amazon paye cash, la période post-Covid est inflationniste. Désormais, le CEO souhaite rationaliser son organisation, améliorer sa rentabilité et revenir au cœur de son business. Après avoir annoncé 10 000 suppressions de postes en novembre 2022, puis finalement 18 000 en janvier 2023, ce sont 9 000 postes supplémentaires qui seront supprimés d'ici avril 2023 chez Amazon. Andy Jassy, le CEO d'Amazon, a publié ce message à destination de ses employés le 20 mars 2023. Compte tenu de l'incertitude économique dans laquelle nous vivons et de l'incertitude qui règne dans un avenir proche, nous avons choisi de rationaliser davantage nos coûts et nos effectifs, explique le remplaçant de Jeff Bezos à la tête d'Amazon depuis juillet 2021. Si les premiers licenciements avaient porté sur des entités déficitaires telles que la division électronique grand public en charge d'Alexa et des liseuses Kindle ou encore des magasins physiques et la vente au détail, cette fois-ci ce sont surtout AWS, PXT, Advertising et Twitch qui sont touchés, PXT, et la division en charge de la gestion RH de l'entreprise. Andy Jassy indique que toutes les équipes n'en avaient pas fini avec leurs analyses à la fin de l'automne et plutôt que de presser ces décisions, nous avons choisi de les partager au fur et à mesure que nous les prenions afin que les personnes disposent de l'information le plus tôt possible. Ces 27 000 licenciements représentent 1,7% des 1,54 million d'employés d'Amazon, mais une part plus importante des 380 000 employés de bureaux comptabilisés à la fin 2022. Côté Twitch, la plateforme de streaming rachetée en 2014 par Amazon, ce sont 400 personnes qui seront licenciées, soit 22% du staff de l'entreprise. La croissance du nombre d'utilisateurs et les revenus n'ont pas été à la hauteur de nos attentes, a justifié Dan Clancy, le DG de Twitch. Un contexte économique défavorable. Pendant la pandémie de Covid-19, Amazon était sur une dynamique très favorable et avait particulièrement renforcé ses équipes. L'entreprise avait augmenté ses effectifs de 93,5% entre le quatrième trimestre 2019 et le troisième trimestre 2022. Depuis, le contexte économique s'est tendu. En février 2023, Amazon a annoncé des ventes en hausse de 9% au quatrième trimestre 2022, mais un résultat opérationnel divisé par 2 sur l'ensemble de l'année, passant de 24,8 milliards de dollars en 2021 à 12,2 milliards de dollars en 2022. Pour la première fois en 8 ans, Amazon a enregistré une perte nette en 2022 qui se chiffre à 2,7 milliards de dollars. Elle s'explique par les 12,7 milliards de dollars de pertes liées à la dévalorisation de son investissement dans le constructeur de pick-up électrique Rivian. Au quatrième trimestre 2022, son bénéfice net a chuté de 98%. Même AWS, l'une des entités les plus rentables d'Amazon, dont le chiffre d'affaires a bondi de 29% en 2022, a enregistré un dernier trimestre moins flamboyant avec un résultat opérationnel resté
stable. Une nouvelle stratégie d'entreprise. Les licenciements les moins étonnants sont du côté RH, ils sont en revanche plus étonnants côté AWS et Ads. Amazon anticipe déjà, si la trajectoire est positive sur les dernières années, l'incertitude pèse sur les futurs budgets des annonceurs, juge Kevin Buzaglo, un ancien employé d'Amazon devenu CEO et fondateur de Deploy, une agence spécialisée dans la vente sur la marketplace. Pour Kevin Buzaglo, cette deuxième vague de licenciements qui s'attaque à des entités profitables et à forte dimension technologique témoigne d'une transformation plus profonde. Andy Jassy insiste dans son message sur la nécessité pour l'entreprise de revenir à son fondement initial, être plus léger tout en continuant d'investir massivement dans des expériences clients clés sur le long terme. Je pense que le cycle de planification de cette année nous permettra d'atteindre cet objectif. Amazon n'a pas que taillé dans ses effectifs. La firme de Seattle avait commencé par freiner les objectifs d'expansion de ses entrepôts. 42 ont été enterrés et 21 repoussés en septembre 2022. L'entreprise avait initialement anticipé la progression de l'e-commerce sur la base du Covid, puis fait machine arrière. En 2022, Amazon a aussi annoncé la fermeture de 68 magasins aux États-Unis, des Amazon 4 Stars, Books et Pop-up. En mars 2023, c'est la fermeture de 8 Amazon Go qui a été confirmée. Le géant de l'e-commerce a aussi mis en pause la construction de son deuxième siège social en Virginie. Pour Kevin Buzaglo, l'entreprise est engagée dans une transformation profonde dont on verra la trajectoire dans les prochains mois. Andy Jassy s'est dit très optimiste pour le futur et la myriade d'opportunités qui s'offrent à nous, tant dans nos activités les plus importantes, Store et AWS, que dans nos nouvelles expériences clients et activités dans lesquelles nous investissons. Il s'agit donc surtout pour Amazon de rationaliser son organisation pour être plus rentable, rassurer ses investisseurs et se recentrer sur ses activités core business, AWS et les magasins. L'Europe aussi concernée. Aux États-Unis, les licenciements actés entre novembre 2022 et janvier 2023 ont déjà eu lieu. D'après nos informations, les employés concernés ont reçu 2 mois de préavis sans toutefois continuer d'accéder au bureau ni à leurs ordinateurs. Les licenciements d'avril seront communiqués peu à peu entre mi- et fin avril 2023. L'Europe devrait être concernée puisqu'Andy Jassy mentionne le vieux continent dans son message. En France, Amazon ne commente pas la nouvelle. La grande distribution recrute massivement en 2023, à lire sur acturetail.fr, en date du 23 mars. Confrontées à une pénurie de main-d'œuvre depuis plusieurs mois, les enseignes de la grande distribution lancent tous azimuts des campagnes nationales de recrutement en 2023. Carrefour, Casino et Auchan font partie des plus actives. D'après le dernier baromètre de l'emploi du groupe Adecco Analytics, publié en septembre 2022, les entreprises françaises feront plus de 4,5 millions de recrutements en 2023. Parmi les secteurs les plus concernés par ces embauches figurent la restauration, la logistique, la santé et la distribution. Des postes en tension en priorité. Ce dernier domaine connaît une pénurie de main-d'œuvre depuis plusieurs mois, en raison notamment d'un manque d'attrait chez les plus jeunes. Les enseignes ont donc décidé de lancer des campagnes nationales de recrutement cette année. Auchan, notamment, prévoit d'embaucher 22 800 personnes, dont 16 000 CDI, 3 000 stagiaires et 3 800 alternants. Le groupe nordiste souhaite renforcer ses effectifs en magasin pour des postes en tension, dont les chefs de rayon. Il précise qu'un recrutement sur 2 sera issu de l'apprentissage. Pour attirer les candidats, en particulier les étudiants, le retailer met en avant son engagement pour l'intégration des jeunes et l'évolution en interne grâce à de nombreux cursus de formation. Métiers traditionnels et profils technologiques. Et chez Carrefour, la direction veut recruter 40 000 personnes en 2023, dont 25% en CDI. Le premier employeur de France cherche en particulier des chefs de rayon, les professionnels des métiers de bouche, les caissières et les agents de logistique. Outre les postes en magasin, il y a besoin de managers, directeurs de points de vente, et de personnes qualifiées pour les services annexes comme Carrefour Banque et Carrefour Voyage. Il y a en outre Casino qui envisage de recruter 7500 personnes. Ces embauches concerneront les métiers traditionnels de la grande distribution, mais également des profils technologiques liés à l'intelligence artificielle et au digital, à l'instar de développeurs en IA et en data. Tous ces recrutements constituent une bonne nouvelle pour l'économie française qui semble bien se porter.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.